Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie. Je suis M-Explore et aujourd'hui je poursuis mon trekking historique alpin. Derrière moi déjà près de 160 km parcourus. Il m'en reste un peu plus de 80. Après avoir suivi toute la ligne du Lötschberg sur la rampe sud, je suis arrivé à Natters. Là je cherchais à planter ma tente quelque part et j'ai rencontré un Allemand qui voyage dans un ancien camion militaire suédois et j'ai planté ma tente juste à côté. Derrière moi se trouve l'ancien fort d'artillerie militaire de Natters qui possède encore des canons à leur place dans les embrasures. C'est vraiment impressionnant. Au programme pour cette semaine à venir, environ 1800 mètres de montée pour atteindre le col de la Fourcade. Ensuite, je passerai de l'autre côté sur le canton d'Uri et je redescendrai sur Göschenen après avoir passé les gorges du Schöllenen et son fameux pont du diable. J'entame maintenant une ascension d'un peu plus de 450 mètres de dénivelé pour atteindre le village de Betten. Sur mon chemin dans cette vallée de Conches, je vais passer par plein de petits villages pour lesquels j'aurai des anecdotes historiques. Derrière moi, vous pouvez apercevoir les remontées mécaniques qui permettent d'accéder à Bettmeralp. De là, il existe plusieurs moyens pour rejoindre le grand glacier d'Aletsch. Aletsch, c'est une langue de glace de près de 23 km de long auprès de sommets de plus de 4000 mètres de haut, parmi les plus hauts d'Europe. Toujours le même problème une fois qu'on remonte sur les versants, pas moyen de trouver un terrain plat. J'ai un cadre de rêve, regardez-moi ces montagnes derrière, ça va être magnifique demain matin quand je vais me réveiller. Avant de quitter Betten, encore 2-3 mots au sujet de ce village. À l'origine, il portait un autre nom, Rotdorf, autrement dit village rouge. Durant le Moyen-Âge, une terrible épidémie de peste faisait des ravages dans tout le Valais et c'est suite à cette maladie que le nom fut changé. On raconte que les habitants de Rotdorf avaient prié tellement fort qu'on les aurait entendus jusque de l'autre côté de la vallée. Ainsi, on aurait ensuite renommé le village Betten, qui signifie prier. Brieg et Natters semblent déjà bien loin derrière moi, alors que devant, les premières maisons de Martisberg se dessinent sous mes yeux. Au XIXe siècle, de nombreux villages dans la vallée de Conches ont subi une vague d'émigration, avec beaucoup de départs en direction de l'Argentine. Le ruisseau qui se trouve derrière moi, le Deichbach, était en fait la seule source d'eau pour les deux villages que je traverse aujourd'hui, Martisberg et Lax, ce qui a donné lieu à différents conflits. Voilà, il est 3h30. Je
crois que c'est la première fois que j'arrive aussitôt sur mon lieu de campement. Je vous propose une petite explication sur les racards. Il y en a un là derrière moi en très mauvais état. Les racards, qu'on appelle aussi masos localement, sont en fait des greniers qui servaient donc pour entreposer des céréales, toutes sortes de produits de l'agriculture. Ils sont construits sur une structure composée d'un pilier en pierre et ensuite cette fameuse pierre large, plate, qui permet ainsi d'éviter aux rongeurs de monter à l'intérieur du grenier et de détruire les récoltes. Habituellement, il y a une échelle, mais là, il n'y en a pas. Voilà, donc à l'intérieur, il y a différents compartiments. Alors il y a des gens qui sont venus faire l'apéro ici, sans doute. Différents espaces de rangement pour du blé, de la paille. Et parfois, il y a plusieurs étages comme celui-ci. Et du coup, en haut, ça offre encore plus de place. Voilà. Bon, celui-ci est vraiment en très mauvais état, comme vous pouvez voir. Le toit est totalement troué. On a toujours une petite vue bien sympa depuis ces racards. Si je vous montre ici, la pierre est carrément en train de partir de travers. C'est malheureusement le cas de pas mal de ces petits greniers. Ils perdent de leur importance et du coup, on en trouve beaucoup qui tombent en ruine. Bon, et bien, ça fait maintenant un petit moment que je suis là. Depuis le début de mon expédition, j'ai un petit carnet dans lequel j'écris tous les jours ce que j'ai fait dans la journée et j'essaye de faire un petit dessin chaque jour. Bon, je vais vous montrer celui d'aujourd'hui. Voilà. Je vous ai pas dit grand chose sur le village de Fiche. Alors seulement quelques informations. Le village n'a connu son véritable développement qu'avec l'arrivée du tourisme. Il y a plusieurs hôtels qui datent du 19e siècle. Et on a juste là en face, c'est-à-dire derrière moi, le téléphérique qui permet d'accéder à l'Egishorn, un magnifique point de vue sur le glacier d'Aletsch à plus de 3000 mètres d'altitude. Niederwald. Ce nom ne vous dit rien et c'est normal. Fondé aux alentours de 1300, ce petit village agricole n'a a priori rien de spécial. Connaissez-vous la grande chaîne d'hôtellerie Ritz? Son fondateur est justement né et a grandi ici à Niederwald. César Ritz a été un pionnier dans l'hôtellerie de luxe et a révolutionné l'hôtellerie en général. S'il fut un temps où la population du village frisait avec les 150 habitants, il n'en est pas de même aujourd'hui, où moins de 50 personnes habitent encore à Niederwald. Cependant, ce village est également l'une des plus vieilles maisons encore habitées du Haut-Valais, construite durant le XVIe siècle, en 1558. J'arrive ici à Bodmer.
un groupe de petites maisons dont les plus vieilles remontent au XVe siècle. Il s'agit de l'un des villages les mieux conservés de toute la vallée de Conches. Je vais maintenant rejoindre mon lieu de campement qui se trouve sur cette colline qui surplombe le village. Alors, cette colline s'appelle Chastelbil. Chastel est dérivé de Castel. On peut supposer qu'à l'origine se trouvait sur cette colline une tour ou un château. C'est ici que se réunissaient les représentants des différentes communes de la vallée de Conches lorsqu'il fallait prendre des décisions importantes ou lors de réunions régulières. En 1700, une chapelle a été érigée à la place de ce château. En 1837, la chapelle a été détruite et n'a plus jamais été reconstruite. La construction de l'église au centre du village avait alors commencé. On conserve aujourd'hui les restes de cette chapelle qui se trouve derrière moi, ainsi que l'autel qui se trouvait en son cœur et qu'on peut admirer aujourd'hui dans l'église de Blitzingen. Beaucoup trop froid ce matin, mon thermomètre indiquait 11 degrés. J'ai pas eu le courage d'attendre que le soleil se lève avant de partir. Plusieurs villages à traverser aujourd'hui. J'arrive déjà au premier, Selkingen. Chacun des bâtiments de Selkingen mériterait qu'on s'y attarde. Mais on a encore d'autres villages à visiter aujourd'hui. La plupart des villages que je traverse possèdent leur propre église. Il n'en a pas toujours été ainsi. À l'époque, les communautés religieuses étaient rattachées à ce que l'on appelait une paroisse mère, qui était en général le plus grand village de la région. Ce n'est que plus tard que les différentes communautés ont pu accéder à leur indépendance religieuse en moyennant une certaine somme d'argent payée à la paroisse mère. Ici, à Ritzingen, la disposition du village n'est pas identique à celle des autres. Une légende raconte qu'une personne du village aurait reçu le conseil de construire le village en l'organisant autour des différents chemins et non pas en le centralisant. Luringen, qui a rapidement été germanisé par les Allemands, possède des maisons assez distantes les unes des autres. En fait, les Allemands appréciaient de pouvoir avoir un jardin à côté de leur habitation et du coup, ils ont construit le village en gardant cette habitude. J'ai encore un peu de route avant d'arriver à mon lieu de camp, notamment Retzingen derrière moi. Tout comme à Gluringen, on a retrouvé ici des traces d'occupation datant de plusieurs siècles avant notre ère. Nombre de ces maisons remontent à l'époque du Moyen-Âge. Il n'y avait alors qu'une petite chapelle au centre du village. Durant le XVIIIe siècle, les richesses affluèrent à Reckingen. Le village devint alors le véritable centre artistique de la vallée de Conches.
Les cloches de bon nombre d'églises en Suisse ont été fondues dans ce village et on dénombre parmi les artisans de Reckingen quelques-uns des meilleurs facteurs d'orgue du pays. Encore aujourd'hui, la sonorité de ces instruments est réputée parmi les meilleurs. Ce qui est vraiment dingue, c'est que toutes ces montagnes qui entourent la vallée de Conches font passer de 1000 mètres. Et là-bas, au fond de ce vallon, derrière la montagne, c'est l'Italie. Münster, c'est la plus grande agglomération de toute la vallée de Conches. C'est elle qui, au Moyen-Âge, était la paroisse mère de certains villages que j'ai déjà traversés. Bien placé sur la route des cols alpins, Münster s'est enrichi entre 1600 et 1800 grâce au transport et au commerce de bestiaux. Dès le 19e siècle, cette économie ralentit en raison de l'ouverture des routes du Simplon et du Gothard. En 1882, l'ouverture du tunnel du Gothard marqua définitivement la fin du trafic par Münster. Une fois de plus, le tourisme naissant redonna gloire à ce village. Le soleil est en train de se coucher. J'arrive gentiment au fond de la vallée de Conches. C'est vraiment très impressionnant. Il fait beaucoup trop froid ce matin, mon tarp est complètement imbibé d'eau. Mais on est en route, c'est parti. Aujourd'hui, on commence l'ascension du col de la Furka. J'ai vraiment hâte de monter là-haut. Ça fait des années que je voulais y passer. Sur mon chemin, je passe par Ulrichen. Ulrichen qui jusqu'en 1999 possédait l'aérodrome le plus élevé de Suisse. On est à passer 1300 mètres d'altitude. Il a depuis été désaffecté et n'est donc plus utilisé, mais on a encore des infrastructures ici, des hangars, et la piste existe encore en partie. Regardez un peu la taille des portes des hangars, c'est juste hallucinant. Donc c'est juste dingue. Sous cette colline derrière moi se trouve l'emplacement où se rangeaient les avions. Il y a des petites cheminées qui sortent du sol. C'était assez incroyable hier de traverser tous ces petits villages, de passer entre ces maisons qui ont parfois plusieurs siècles d'existence. C'est vraiment un patrimoine impressionnant. Pour l'instant, je suis en train de longer le Rhône. Aujourd'hui, je m'apprête à rejoindre sa source, là-bas en haut, tout près de la Furka. Obergesteln, un petit village au passé tumultueux, ravagé par une avalanche au XVIIIe siècle, puis par un incendie en 1868, Obergesteln est aujourd'hui majoritairement construit en pierre. Jusqu'en 1815, on trouvait ici des soustes qui servaient au passage des différents cols. J'approche de Oberwald, le dernier village de la vallée de Conches avant ces deux grands cols que sont le Grimsel et la Furka. Le trafic alpin a joué un grand rôle dans ce village et tout comme sa voisine, le tourisme a remplacé l'activité agricole. Dernier village donc, dernier magasin, je vais faire les stocks et ensuite avant d'amorcer la montée, je ferai un petit détour par le camping pour y retrouver Marcel, un monsieur que j'ai rencontré au camping Monument à Soesten. On discutait ensemble le soir autour d'une table et je lui ai dit que je passais par Oberwald. Alors il m'a dit, tu passes me voir quand tu viens là-bas. Il n'y a personne.
Du coup, je vais me poser par ici. Peut-être qu'il viendra d'ici là. J'attaque la montée. 400 mètres de dénivelé à peu près jusqu'à Gletsch. Il y a un vent de malade, mais le Rhône est incroyablement sauvage ici, ça vaut vraiment la peine. Bon alors, premier problème, le chemin que je devais prendre n'existe plus. Du coup là, je dois rejoindre un chemin un peu plus loin normalement. Je vais devoir couper dans les bois, ça va être un peu freestyle. Ça ressemble pas du tout à un chemin officiel. Dans tous les cas, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Normalement, je devrais pouvoir rejoindre le sentier sur les hauteurs. Ok, bon, en tout cas, on n'est pas au milieu de nulle part. Les gens sont passés ici une fois ou l'autre. J'ai en fait suivi un chemin déclassé. J'ai traversé en fait toute une zone de marécage là derrière. Un truc de malade. Ça y est, je suis arrivé à Gletsch. Demain, la suite, c'est là-haut que ça se passe. En attendant, voici quelques informations sur Gletsch. On se trouve ici au carrefour de deux cols alpins, le Grimsel et la Furka. Il y a bien longtemps, seuls les marchands et les bergers transitaient par ici. Puis, avec l'ouverture des routes, le trafic a augmenté. Ainsi, à la fin du 19e siècle, on comptait 2 hôtels ici à Gletsch. L'unique hôtel encore en activité est l'hôtel Glacier du Rhône. Il s'agissait à l'époque du plus grand hôtel de Suisse. On trouvait alors des écuries pour près de 200 chevaux. On va explorer un petit peu les environs. Il y a un cube de béton là-bas qui m'intrigue. Il faut dire que dans cette région, il y avait aussi beaucoup de constructions militaires de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un reste. Visiblement rien d'intéressant. Voilà, des bâtiments en ruine. Attendre que la nuit tombe, ça me permet de vous montrer ceci. Il s'agit en fait d'une station météo installée en 1903 et qui fonctionne toujours. Elle a été rénovée dernièrement. C'est complètement fou quand on pense qu'il y a 100 ans en arrière, le glacier du Rhône arrivait encore dans la vallée ici. Maintenant, on est obligé de monter jusqu'à l'hôtel Belvédère et même au-delà pour pouvoir le voir. Le plus improbable arrive. Marcel est en train de monter à Gletsch. On va se retrouver tout à l'heure vers l'info point. Ça va être marrant.